Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing de ce mardi 4 janvier 2022, le premier de l'année. J'en profite pour vous adresser à toutes et à tous une bonne année 2022, la santé, le bonheur et des vœux donc que je vous dévoile au nom de toute l'équipe Cryptos. Alors, bienvenue, première émission de l'année, dans un contexte de marché financier toujours risk-on, nouveau record historique hier pour le cours du CAC 40, nouveau record historique hier pour l'indice S&P 500 qui fait référence de Wall Street, référence de la finance mondiale, les taux d'intérêt à long terme remontent, bref, les marchés financiers continuent de faire fi, de se mettre des œillères ou peut-être d'être connectés à d'autres éléments, bref, la crise sanitaire ne produit plus d'effets baissiers sur les actifs risqués au stade actuel. Cours du Bitcoin, lui, et l'environnement crypto de manière générale, stable depuis plusieurs semaines. Le cours du Bitcoin stable au-dessus du support à 46-47 000 $. S'agit-il d'une phase d'accumulation de type été 2021 en vue de repartir vers de nouveaux records? Pour le moment, il y a des éléments techniques intéressants, mais il manque, vous le savez, toujours une séance dite de rupture haussière. Alors nous allons passer en revue un bilan 2021 du marché crypto, rapidement, et puis la structure générale des prix, avec une mise à jour donc de l'approche fractale à travers la théorie des vagues d'Elliott, Wyckoff accumulation ou pas, phase d'accumulation de type Richard Wyckoff comme l'été dernier, il y a des points communs, nous verrons cela, où en est le momentum, les divergences, quel est le message technique du contrat futur Bitcoin, là où tout se joue, l'analyse technique du contrat futur, des contrats futurs, domine le marché spot. BTC, Ether, BNB, cette semaine e-Gold, les 4 actifs qui seront analysés dans cette vidéo. Voilà, écoutez, je vous propose de passer directement au vif du sujet, dans l'espoir cette fois-ci qu'il n'y aura pas de bruit de travaux. Mais j'espère que tout sera calme, et je m'en excuse d'ailleurs pour la dernière vidéo. Allez, c'est parti, on passe aux différentes illustrations. Alors, je me suis réduit, tout en bas à droite, histoire que que vous puissiez voir l'essentiel. L'essentiel, c'est d'abord le contexte. Vous avez sous les yeux, en temps réel, à gauche, en hebdomadaire, à droite, en journalier, le contrat futur CAC 40. Nouveau record historique au moment où j'enregistre la vidéo. Nouveau record historique. Pour le S&P 500 aussi, nouveau record historique. Bref, les actifs risqués représentés, quelle meilleure classe d'actifs pour ce faire, par le marché action, à le vent en poupe dès le début d'année. Maintenant, vous avez sous les yeux un bilan de 2021, car pour se projeter sur une nouvelle année, le premier exercice, je dirais la première étape nécessaire, est d'avoir une base de départ. La base de départ, c'est que s'est-il passé en 2021 ? En 2021, le cours du Bitcoin a progressé, mais sa dominance a chuté de 45%. Effondrement de la dominance du Bitcoin, mais le cours du Bitcoin, lui, a progressé de 40%. En fait, c'est une année de halt. Les altcoins ont pris le dessus. Ça, c'est très positif pour l'environnement crypto. Les alts dominent le BTC. C'est un message très positif d'engagement généralisé. Voici la performance 2021 du top 10 crypto selon la capitalisation boursière. J'ai pris le top 10 crypto et j'ai ici affiché le classement tout au long de l'année, et voilà le bilan. Le Bitcoin est dernier. Dans le top 10, il est 10e. Mais il est 10e avec plus 45%. Et je vous laisse observer le top 10 crypto avec des performances à 3 chiffres. Même ETH est à 260%, et puis bien d'autres
que vous connaissez, Dogecoin, le Binance Coin, Solana, des performances 2021, somme toute, exceptionnelles. Donc, l'année 2021 est une année archi favorable. Pas forcément au cours du Bitcoin, qui n'a pas fait sa performance à 3 ou 4 chiffres de certaines années, mais beaucoup plus intéressant sur les alts. Pour moi, donc, c'est une année largement positive. La question est de savoir maintenant, est-ce que la nouvelle année verra un rattrapage du BTC par rapport au alt, ou est-ce qu'il va rester derrière, mais tout en affichant une performance positive? Voilà donc ce bilan de 2021. Alors maintenant, où en sommes-nous d'un point de vue de la structure générale des prix pour le cours du Bitcoin? Vous savez que le marché construit une fameuse vague 4. Vague 4 du schéma éliotiste. Vous avez les 85% de baisse ici après l'explosion de la bulle spéculative en janvier 2018. Point de départ du rebond, les 3000 $. Une grande vague 1, c'était en 2019. Une grande vague 2 qui a duré plusieurs mois. Une grande 3 gigantesque qui nous a mené au printemps dernier à 65 000 $. Et depuis, une grande vague 4. Il est classique d'observer en vague 4 un flat, correction en flat, en range en 3 temps. Après ici, un zigzag dans une vague 2. Le marché construit actuellement cette vague 4 et tout le débat du moment est de savoir s'il s'agit pardonnez-moi, s'il s'agit d'un flat classique, flat étendu, ou d'un flat dynamique. Flat étendu, oui, car il y a eu, à l'automne dernier, ce piège technique haussier. En fait, si je prends les extensions de Fibo, et que j'attrape l'amplitude de la A, et que je reporte pour voir la proportion de la B, voilà le 1 pour 1. Si le marché s'était arrêté là, nous aurions eu un flat classique. Mais il a fait cet ultime piège. Est-ce vraiment une extension d'un flat étendu? Bon, ça se discute. Mais c'est une hypothèse possible. C'est une hypothèse. Hypothèse possible, qu'est-ce que ça veut dire? Flat étendu, flat dynamique. Autre possibilité, la plus forte, la plus bullish. Car dans ces deux hypothèses, le marché reviendra à 30 000 avant de repartir. L'autre, le dynamique, voit une vague C ne faire que retracer les 2/3 de la B. Ah, et ça tombe bien, puisque ici j'ai un ratio cette fois-ci de retracement de Fibo, et la séance de chute du 3 décembre s'était arrêtée là, et actuellement, le marché est en trading range, bien intégré dans la séance dite de selling climax paroxysme des ventes du 3 décembre dernier, à l'image de l'été dernier, la séance de paroxysme des ventes du 18 mai, et est reparti. Sauf que pour repartir, il faut une séance, une semaine de rupture haussière. Ici, elle était là. Il y avait même la séance là d'avalement haussier, elle était là. Là, il n'y a pas encore. Il n'y a pas. Alors, imaginons, projetons-nous, que nous soyons en fait dans le flat dynamique. Le scénario le plus bullish. Et donc, dans cette hypothèse, le marché pourrait construire ici quelque chose de similaire. Tous ces petits libellés représentent ici les phases de Richard Wyckoff. L'été dernier, c'était vraiment un cas d'école de la phase d'accumulation de Richard Wyckoff. Alors, la séance de selling climax est ici. Il y a eu l'automatic rebounds, peu importe. Un secondary test, un deuxième, un nouveau retour. Ah, intéressant, le nouveau retour s'arrête à l'automatic rebound, comme ici, point commun, ici, identique. Retour en bas, nouveau secondary test, une série de tests secondaires. Le schéma classique Wyckoff, c'est des tests secondaires, un ultime piège technique, aller chatouiller légèrement en dessous du selling climax et repartir avec une séance de rupture haussière. Actuellement, ce schéma-là n'est pas présent. En gros, même dans un cas le plus bullish qui est de s'arrêter là, il manquerait encore, selon Wyckoff, une ultime séance de piège d'aller titoyer les 40 000 en dessous du selling climax et de repartir. Mais voilà, Wyckoff ne fait pas le marché. Ces schémas non plus, même si il est très pertinent. Et puis pour certains, le spring serait ici déjà. Bon, ça se discute.
Ah, je vous renvoie là au spécialiste de M. Wyckoff. Dans tous les cas, peu importe. Ce qui permettra de trancher, c'est cette fameuse séance de rupture haussière. Tant qu'elle n'intervient pas, le marché peut aller chercher une vague 4 ici, avant de repartir. Une séance de rupture, c'est pas forcément dépasser le niveau de l'automatic rebound. Oui, ce serait l'ultime confirmation, mais la séance de pré-signal. C'est ça. Là, à l'époque, un superbe avalement haussier. Sur le contrat futur, prenons le contrat futur, là où se fait le marché. Regardez le contrat futur. Voilà, une séance de rupture haussière, un gap haussier. Là, voilà, c'était l'indication. C'était sûr et certain. Enfin, sûr et certain. La probabilité augmentait. Les institutionnels sont sur le contrat futur. Vous avez sous les yeux le contrat futur Bitcoin de la bourse de Chicago. Alors oui, en termes de momentum, il y a des éléments intéressants. Dans ce scénario qui voit donc la vague 4 s'arrêter là, il est intéressant de noter qu'il y a actuellement des divergences haussières potentielles de momentum avec le prix, représenté ici par l'indicateur technique RSI. Mais, pour l'activer, il faut dépasser le niveau des 50. Vous voyez bien qu'il fait résistance régulièrement. Dépasser le niveau des 50, c'est cette fameuse séance de rupture haussière qui n'a pas lieu encore. En gros, tant que le marché ne produit pas une séance de ce type, un gap haussier sur le futur, avec un dépassement des 50 du RSI, toutes les hypothèses sont ouvertes. Cette séance arrivera. Mais arrivera-t-elle d'abord après avoir testé à nouveau les 30? Voir. Le scénario du flat étendu nous fait même tutoyer les 26-27 avant de repartir. Où est-ce qu'elle interviendra cette séance dans le cadre du flat dynamique? C'est-à-dire s'arrêter là? La question. Et le jour où elle interviendra, j'aurai moi de mon côté, en toute subjectivité, l'indication que ça y est, le point bas est trouvé. Et donc je l'attends, cette séance. Je l'attends, peu importe là où elle interviendra. En voilà un bel exemple ici, en voilà un autre exemple ici. Le dépassement du 50 du RSI sur les contrats futurs BTC sera la confirmation ultime. Pour l'instant, elle n'a pas lieu. Du côté de la participation, du sentiment, me tourne à nouveau vers les données des contrats futurs Bitcoin. Là où il y a le plus d'open interest, c'est Binance, FTX ou encore au Chicago Mercantile Exchange. Chez Binance, ça remonte. Au CME, ça continue de glisser. Chez FTX, c'est flat. Donc, nous sommes dans une sorte de phase d'attentisme général, comme si le marché crypto était mis de côté pour le moment, alors que les actifs risqués, eux, attirent les capitaux. Bon. D'une certaine façon, il y a une prise d'autonomie du marché crypto vis-à-vis du marché action, qui peut-être à long terme est une bonne chose. Du côté du sentiment, toujours sur cet excellent site CoinGlass, du côté du Crypto Fear and Greed Index, on relève le même type de structure, des divergences, oui, c'est bien. Je continue de faire le point commun avec l'été dernier. Nous serions quelque part par ici. Et donc il manquerait, selon Richard Wyckoff, ce fameux spring, cet ultime piège, cet ultime retour à 40 avant de repartir. Mais voilà. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas mécanique, ce n'est pas dans 100% des cas. Ce qui est dans 100% des cas, c'est la séance de rupture haussière. Elle aura lieu, elle, et elle tranchera entre toutes les hypothèses de travail technique à l'étude. Pour l'Ether, vous avez ici le cours en temps réel du contrat futur THUSD. Là aussi, des éléments techniques intéressants. J'estime que nous sommes dans une structure, un schéma classique de continuation en biseau descendant. Dans le cadre de cette phase de hausse qui a démarré par ce double bottom à la fin de l'été dernier. Bien, première jambe, 2.
la troisième jambe. Voilà la construction. Maintenant, le marché doit en sortir. Voilà une séance de rupture haussière. Voilà une séance de rupture haussière. Voilà. Eh bien, elle n'est pas là encore. Bon. Ça diverge. Bien. Ça diverge. Mais il faut dépasser 50. Notez d'ailleurs que cette divergence a l'avantage d'avoir un creux saillant, dont un top saillant qui sépare les deux creux, eh bien, parfaitement égal à 50. Donc là, le jour où, voilà, exactement ce type de cassure comme ici, ou comme ici, c'est le signal. Eh bien, à l'époque, c'était très percutant. Pour le moment, sur le contrat futur Ether, cette donnée est manquante. Côté des indicateurs de participation, c'est globalement le même topo que pour ETH et BTC. Chez Binance, FTX ou encore au CME, voilà pour ETH chez Binance, c'est remonté, c'est flat. Chez FTX, ça se maintient. Sur le CME, ça glisse. Donc une phase d'attentisme. Je dirais que, eu égard à l'importance de Wall Street, il est quand même urgent que la glissade s'arrête sur le CME, tant sur l'Ether que sur le BTC. D'autant plus que vous savez qu'en janvier et en février, le régulateur américain des contrats futurs, la CFTC, doit encore donner son aval pour certains ETF Bitcoin, et que si la réponse était négative, ça serait compliqué. Donc, ça, c'est un indicateur important, beaucoup plus, je dirais, même si c'est dominant en termes absolus, mais d'un point de vue de la santé du marché structurel, je préfère observer les données du Chicago Mercantile Exchange. Donc voilà une structure. Le jour où le marché, une seule séance, une unique séance de résolution haussière, ça repart. En attendant, la compression peut durer. Pire, le scénario du pire serait de briser le niveau des 3500 $ sur le contrat futur, 61,8 de retracement de cette phase de hausse, à l'image ici, car ça invaliderait cette pattern, contre-pied, et derrière c'est la chute. Alors, du côté des éléments favorables à ETH, je vous propose d'observer ce que construit ETH-BTC. ETH-BTC qui était donc sorti par le haut d'une structure en triangle, marquant ici un petit retracement. Un retracement qui prend une forme bien construite. Là aussi d'ailleurs une sorte de structure en biseau avec un bon support ici, qui correspond aux anciens plus hauts. Ça reste une structure technique favorable à une reprise de la surperformance d'ETH vis-à-vis de BTC, dès lors que le marché parviendrait à sortir par le haut de cette compression. Ce n'est pas encore le cas. Je vais notamment utiliser le SAR ici. En fait, c'est vrai que l'analyse technique à proprement parler de ETH, ça fait vraiment schéma classique, avant envolé. Et voilà. Les indicateurs, les patterns, c'est bien, mais à la fin, qui décide, c'est l'action des prix. Et pour le moment, il n'y a pas ce qu'on peut appeler, parfois j'appelle ça une séance de rupture, on peut plus simplement appeler ça une séance de résolution, c'est-à-dire simplement activer une séance. On peut, je sais pas, je dis n'importe quoi, dans une pièce, préparer un super éclairage à base de super néon prêt à tout éclairer. Mais si à la fin, l'électricien a oublié d'ajouter l'interrupteur, il ne se passera jamais rien. Et après, il faut appuyer dessus. Bon. Là, je dirais que tout est en place. Il ne reste plus qu'à appuyer dessus. Et si personne n'appuie dessus, il ne se passera rien. Et à la fin, c'est même le contraire qui peut se passer. Donc c'est ça que je veux dire. Les bases ont été posées, il manque juste la séance. Et lorsqu'elle sera là, on sait derrière ce qui se passera. C'est pour ça que c'est intéressant de l'attendre. Pour le BNB, c'est exactement la même approche. Alors, bon, le BNB, d'ailleurs, revenons sur sa performance 2021. Dans le top 10, il arrive quand même en 5e position, en 4e, il faut que je recompte. 1000% de performance, c'est beau. Et il a maintenant largement sa place au sein
du top 10 de la capitalisation boursière des cryptos. Maintenant, en termes d'engagement institutionnel, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut être honnête, l'engagement institutionnel, ça reste encore largement focus sur le cours du Bitcoin et sur l'Ether. Point de vue technique, je dirais qu'on peut rapprocher ça de ce que l'on observe sur ETH, mais d'une manière moins propre. La structure en biseau. Bon, en gros, pour parler clairement, le bord du gouffre technique, c'est 500 $. Tant qu'on tient 500 $, on reste dans les cordes techniques bull. J'ajoute le message du système Ishimoku, en données journalières. On peut observer que la lagging span en journalière s'accroche à la SSB. D'ailleurs, ben voilà, c'est le niveau des 505 $. C'est vraiment donc le niveau à préserver. En dessous, c'est fini. Tant qu'il tient, on peut avoir ce scénario bullish. D'ailleurs, sur le contrat futur BTC, et si je repasse en Ishimoku et en hebdo, notez que nous sommes sur le nuage weekly. Donc, ça va dans le sens là du scénario du flat dynamique. Donc pour le BNB, là aussi l'enjeu est de préserver les 505 $. C'est la dernière chance, c'est l'ultime niveau. Mais finalement, c'est la même analyse technique depuis la mi-décembre. En attente donc du choix que fera le leader. Pardonnez-moi. Et enfin, le dernier, Gold. Alors, bon, là aussi, voilà, en journalier, regardez ce qui se passe. Je zoome. Comment est-ce que l'on appelle ça? Alors, en terminologie japonaise, ce que vous avez sous les yeux, on appelle ça des toupies. C'est très rare. Des toupies sont des bougies japonaises avec un tout petit corps et des toutes petites ombres hautes et basses. Ces toupies se font pas n'importe où. Regardez où nous sommes. Nous sommes... Alors attendez, c'était où? Nous sommes pile poil sur l'ancien record historique en hebdomadaire. Pile poil dessus. Ancien record historique en hebdo. E-Gold qui s'est fait rejeter violemment fin novembre après avoir atteint une amplitude classique de vague 5, à savoir un 0,618 d'extension, un 0,618 d'extension de la 3, rejeté au bas de la 4, avec une shooting star hebdo et l'effet radical, le retour. C'est comme BNB. C'est le bord du gouffre technique, ce sont ces 235 $. Comme le BNB, c'est 500 $, ce sont les niveaux à ne pas rompre. Derrière, c'est 20% de baisse en plus, c'est le Bitcoin qui va à 30. Et là, il ne se passe plus rien. Marché attend. Marché attend. Avec même maintenant des nano-toupies. La réponse viendra d'une unique séance qui sera celle d'une rupture haussière ou d'une cassure de support. Et autant vous dire que briser ce support, ce ne sera pas la dernière séance de baisse. Mais la poursuite, la continuation et derrière le retour dans la partie basse de l'ancien range, ce niveau ici en direction donc des 100-110. Donc là, on sent vraiment une phase d'attente, mais c'est comme toutes les cryptos. Il y a une phase d'attente depuis un mois sur les cryptos. Alors que les actions s'envolent, les actions attirent les capitaux, les cryptos attendent je ne sais pas quoi. Voilà, chers auditeurs, ce que je pouvais vous livrer pour ce premier Cryptost Technical Briefing de l'année. J'espère qu'il vous a plu. Encore une fois, bonne année à toutes et à tous. Merci d'avoir pris une vingtaine de minutes à m'écouter. Gardez votre esprit critique surtout. Excellente semaine et puis à mardi prochain. Merci.